Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro d'Objectif Monde, l'hebdo. C'est une question qui revient souvent après plus de 3 ans et demi de guerre en Ukraine. Qui sont ces Russes fidèles à Vladimir Poutine? Béatrice Guelpa a pu aller à leur rencontre en Russie pour le magazine Mise au point sur la RTS. Un reportage rare tant on se méfie des médias occidentaux en Russie. On la retrouve après en plateau pour en parler. Depuis des mois, Yelena passe sa vie dans le parking de son immeuble. Elle récolte de l'aide humanitaire pour soutenir ceux qu'elle considère comme les victimes de la guerre, les Russes du Donbass. Voilà. Une mise en scène un brin militaire. Ces ados font partie de la Younarmia, l'armée des jeunes en russe, une des organisations de jeunesse patriotique créée en 2016 par le gouvernement, qui compte près de 2 millions d'adhérents. Yelena est bénévole, elle mène ses jeunes à la baguette, ils ont l'habitude. Le but de cette organisation paramilitaire, c'est de former des citoyens obéissants. Sa fille Nastasia, 14 ans, en fait partie depuis bientôt 4 ans. Elle tient à nous montrer la dernière vidéo qu'elle a envoyée aux soldats qui se battent sur le front. À chaque fois que je mets mon uniforme, je sens une grande montée de fierté pour mon pays, pour les jeunes avec qui je suis, pour ma famille et les gens qui m'entourent. Ces images sont rares. Les médias occidentaux sont généralement considérés ici comme des ennemis à qui on ne répond pas. D'ailleurs, Yelena en est sûre, nous ne pourrons pas diffuser ses propos. Pour une raison ou une autre, ils apprennent à nous haïr. Je ne comprends pas pourquoi. Nous n'avons fait de mal à personne. Nous, on s'occupe de notre maison, de notre famille, on donne de bonnes valeurs à nos enfants pour en faire une génération digne. Un goûter anodin, pourtant nous sommes au cœur de la Russie de Poutine. La Younarmia est l'un des fers de lance de sa politique conservatrice, une organisation sanctionnée par l'Europe et les États-Unis, considérée comme extrémiste. Cette année, le Kremlin a doublé son budget. Ça, c'est mes diplômes, mes certificats, des lettres de remerciement et au-dessus, c'est les photos de mes camps d'été. Je suis fière. On ne naît pas patriote. Le patriotisme, il faut le cultiver. Le patriotisme, il faut le nourrir. Avec mon mari, nous pensons que nous éduquons notre enfant correctement et qu'elle ne trahira jamais nos idéaux. Pendant ce temps, sur le canapé du salon, Maxime joue à un jeu vidéo sur son téléphone, Squad 22 Zoff. C'est le premier du genre sur la guerre en Ukraine, version russe. Dans ce jeu, le réalisme te montre la peur de la guerre et que la guerre, ce n'est pas un jeu. C'est un événement terrible, mais que tu dois aider ta patrie. Si tu dois y aller, tu iras ? Oui, j'aiderai ma patrie. Sorti fin mars, ce jeu est soutenu par le ministère de la Défense. Il propose de revivre les batailles du Donbass ou le siège de Mariupol. Pour le Kremlin, les jeux vidéo sont devenus un nouveau champ de bataille idéologique. Le jeu a déjà été traduit en anglais et en chinois. Et son créateur a bien sûr réservé la primeur du lancement aux ados de la Younarmia.
Pour cet ancien diplomate reconverti, il s'agit d'un jeu éducatif, pas d'un endoctrinement. Si on a un jeune qui veut jouer à un jeu militaire, on ne veut pas le voir jouer seulement à Call of Duty. Voir comment les États-Unis gagnent partout, et même comment ils font des attaques terroristes en Russie. Désolé, c'est pas bon pour nos enfants d'apprendre ça. On veut leur donner une alternative. Dans la vraie vie, lui ne voit pas la guerre se terminer tout de suite, et en tout cas pas sans une victoire totale. Quant à une menace russe sur l'Europe, il répond par une boutade. Pourquoi ? Il n'y a rien qu'on pourrait désirer là-bas, pour lequel on se battrait. Pas de gens, pas de ressources, rien. Surtout dans les pays baltes, c'est vide. Est-ce que la Suisse prendrait les pays baltes, même gratuitement ? Ah, j'en doute. N'empêche, dans les rues de Moscou ces derniers jours, l'ambiance est résolument militaire et patriotique. Affiches pour recruter des soldats ou pour célébrer les héros de la Deuxième Guerre mondiale, le passé et le présent se télescopent. Poutine a mis le paquet pour faire du 9 mai, jour de la victoire contre le nazisme il y a 80 ans, un événement destiné à célébrer l'invincibilité du pays et à unir ses citoyens. Maria et son fils Léonide, âgé de 10 ans, ont fait 2h30 de bus pour venir assister à la parade organisée sur la place Rouge. Et Léonide est tout fier de réciter un poème patriotique pour son père blessé en Ukraine au début de la guerre. Maintenant, il marche, tout va bien, il lui reste un éclat dans la colonne vertébrale, mais on ne le touche pas. Maintenant, on s'inquiète juste pour les gars qui sont encore là-bas. On en connaît beaucoup qui sont à la guerre, d'autres malheureusement qui sont morts, des gens avec qui j'étais à l'école. Maria n'en dira pas plus et nous ne pourrons pas la revoir. On ne s'approche pas des militaires en Russie. Si la guerre est omniprésente, on ne veut en montrer que son côté victorieux. I expect this year to be something extraordinary. Alexandre, lui, est un homme d'affaires, trader dans les engrais. Il vit dans un tout autre environnement, mais lui non plus ne raterait cette parade pour rien au monde, ému devant ces soldats qui se battent en Ukraine. Quand je vois ces jeunes, j'ai confiance dans mon futur et le futur de mon pays. Je ne suis pas un militaire, mais je les respecte beaucoup. Leur job, c'est de nous faire vivre et de maintenir mon pays indépendant et fort. Ce jour si particulier pour lui, il a décidé de le fêter avec des amis dans un village privé ultra sécurisé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Moscou. Ils ont leur propre école ici. Ils n'ont pas besoin d'aller dehors. 400 maisons construites en 2006, réservées à l'élite du pays. Juste à côté du très sélect Golf Club de Pestovo, qui appartient au mari de la vice-première ministre. Ça ne ressemble pas à un village suisse, mais je trouve l'endroit cosy. Pour cette parade ultra privée, les bimbos sont coiffés de pilotka, les chapeaux des aviateurs soviétiques. On a ressorti les vieux uniformes de la Deuxième Guerre mondiale et les photos des parents ou grands-parents qui y ont participé. À l'arrivée, une cantine militaire reconstituée, avec au menu de la cacha du sarrasin bouilli en hommage aux vétérans. Mais c'est bien la guerre actuelle qui est dans tous les esprits. L'Ukraine et la Russie, c'est la même nation. On ne veut pas se battre avec les Ukrainiens parce que ce sont nos frères et nos sœurs. La Russie ne veut pas être impliquée dans cette guerre. Nous, on nous raconte une autre histoire. Du point de vue occidental, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. La Russie est le plus grand pays du monde.
Et il est absolument autosuffisant. On a tout. Même si tu essayes de mettre une barrière autour de la Russie, on survivra sans aucun problème. On est autosuffisant, on n'a pas besoin de nouveaux territoires. Ce n'est pas une question de territoire, c'est une question de sécurité. Si la Russie ne se sent pas en sécurité, c'est un problème. Quand on se sentira en sécurité, le monde sera en sécurité. C'est l'histoire de la Russie. Et on est russe. Et j'en suis fier. Un pays dopé au patriotisme qui semble déterminé à tourner le dos à l'Occident et veut afficher une économie résiliente. À Moscou, les terrasses et les magasins sont pleins. Les marques de luxe sont toujours là, Chanel, Dior, Rolex. Le McDo a simplement changé de nom. Il s'appelle Vkusno i Tochka, c'est-à-dire c'est bon et c'est tout. Et pour les clients, c'est du pareil au même. Absolutely enjoy McDonald's, and I was absolutely upset when they left our country. But thanks God that our Vkusno and Tochka is absolutely the same like McDonald's. Bref, tous les patriotes comme Alexandre l'affirment, les nouvelles sanctions décidées par l'Europe ne les inquiètent pas. Si tu penses que les effets des sanctions seront que les Russes vont se mettre à genoux, en pleurant et en mendiant pour des excuses, ils ne comprennent pas notre mentalité. Plus tu mets de la pression sur nous, plus tu obtiens de la résistance. Sur son bateau amarré dans le yacht club de Pestovo, sur un des 5 lacs artificiels qui alimentent Moscou, c'est ce qu'il nous répète une dernière fois. Normalement, on commence avec ça. Musique militaire. C'est la tradition. S'il n'y avait pas eu de sanctions, les Russes auraient dû créer ces sanctions. Pourquoi ? Parce qu'on se tourne vers notre pays. Je connais des gens très riches qui investissaient avant en Europe et aux États-Unis. Leur argent a été volé, gelé et volé. Pas tout leur argent, mais partiellement. Et ces gars ont commencé à investir dans leur propre pays. C'est un miracle. Let's go with this. Where's my music? Hold on to the rating. Retour sur le plateau d'Objectivement de l'Hebdo. Avec nous, Béatrice Guelpin, journaliste au magazine Mise au Point. Merci d'être avec nous. Avec nous également Yves Rossier. Alors, vous avez été ambassadeur suisse à Moscou entre 2017 et 2020. Vous êtes ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Première question à vous, Béatrice. Comment avez-vous réussi à obtenir l'autorisation de tourner en Russie ? Car les médias étrangers ne sont pas vraiment les bienvenus là-bas. Alors ça faisait plusieurs années qu'on demandait un visa presse pour pouvoir faire un reportage en Russie. Ça nous tenait vraiment à cœur, alors c'était difficile. Il semblerait que les commémorations du 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aient permis d'ouvrir un peu les portes. Je crois que le régime avait envie de montrer une célébration assez importante, à quel point ils étaient entourés, à quel point ils comptaient sur la scène internationale. Donc, ils ont accordé un certain nombre de visas à des médias occidentaux, et puis c'est comme ça qu'on a pu aller en Russie. On a vu votre reportage. Est-ce que vous avez pu travailler librement ? Est-ce que vous êtes senti surveillé ? Est-ce que vous avez pu, entre guillemets, choisir les personnes que vous vouliez interviewer, interroger, suivre ?
Alors oui, hein, on n'a pas du tout eu le sentiment d'avoir été suivi par Dieu sait quel sbire, etc. Non, on peut travailler librement. Par contre, voilà, ils savent, je pense, assez bien ce qu'on fait. Il y a des caméras de reconnaissance faciale absolument partout dans Moscou. Donc voilà, on est libre dans cette mesure-là. Et puis la difficulté, elle est surtout de rencontrer des gens qui acceptent de nous parler. Et c'est là où les affaires deviennent un petit peu plus difficiles. Yves Rossier, vous avez été ambassadeur, je l'ai dit, en Russie entre 2017 et 2020, donc avant le conflit en Ukraine. Le soutien affiché à Vladimir Poutine, tel qu'on le voit dans le reportage, selon vous, il est réel ou il est surjoué ou fin ? Vous savez, je ne suis pas capable de lire dans l'âme de 143 millions de Russes. Je crois que dans ce genre de situation, si on parle, on fera de toute façon mieux d'afficher son soutien. Donc, le discours est prévisible. Ce qu'il signifie, je n'en sais rien. Je crois qu'il faut distinguer sur les catégories de la population. Vous avez interviewé un riche russe. La Russie est un pays extrêmement inégalitaire. Les inégalités sociales sont gigantesques. Et vous avez une toute petite couche de gens extrêmement riches qui sont totalement dépendants du pouvoir. Dépendants du pouvoir dans deux sens. C'est-à-dire que si le pouvoir s'effondre, ils perdent tout. Et deuxièmement, ils sont tenus en courte laisse. Et paradoxalement, les sanctions renforcent cet effet-là parce qu'ils ne peuvent plus mettre leurs avoirs à l'étranger. Ils sont tenus... Donc la dépendance est totale. Donc évidemment, une personne dans cette situation ne peut faire autre chose que soit se taire, soit parler ainsi. Quant aux sanctions, vous avez maintenant une militarisation de l'économie et de la société qui est en route en Russie. Et naturellement, dans tous les régimes, dans toutes les économies militarisées, vous avez des gens qui en profitent. Donc aujourd'hui, si vous êtes fournisseur du ministère de la Défense, vous faites de très bonnes affaires en Russie. Si vous remplacez les produits des sociétés occidentales qui ne les livrent plus, vous faites aussi de très bonnes affaires. En revanche, si vous fabriquez des machines à laver ou des biens de consommation, là, les affaires sont plus difficiles. Béatrice Guelpa, vous avez tourné un reportage également sur la jeunesse russe pendant votre mission en Russie. On voit là dans votre reportage, il y a ces jeunes patriotes qui sont complètement fidèles à Vladimir Poutine. L'autre jeunesse russe que vous avez pu approcher, comment finalement ces deux jeunesses ou ces jeunes vivent la guerre en Ukraine ? Alors effectivement, je ne sais pas si on peut parler de la jeunesse russe. Oui. J'ai rencontré des jeunes de la Younarmia qui sont totalement embrigadés ou en tout cas acquis aux idées de Vladimir Poutine, élevés dans une forme de militarisation aussi, ce qui peut-être annonce d'autres choses. Et puis, il y a d'autres personnes. Alors, c'est combien ils sont, ces gens qui soutiennent pas la guerre, mais impossible de le dire. Et puis surtout, c'est quelque chose qu'ils disent pas. C'est impossible. Il n'y a aucune contestation possible en ce moment en Russie. On peut être mis en prison pour des choses aussi insignifiantes qu'un pins aux couleurs arc-en-ciel qui signifierait qu'on relaye la propagande LGBT, par exemple, ou bien des baskets bleues et jaunes aux couleurs de l'Ukraine. Enfin bref, les gens ont peur et ils savent exactement ce qu'ils peuvent dire, mais ils peuvent quasiment rien dire, en fait. Cette peur de s'exprimer, Yves Rossier, elle était déjà là, elle existait déjà à un tel niveau quand vous étiez ambassadeur entre 2017 ? Non, absolument pas. C'est la guerre en Ukraine qui a considérablement changé. Je dirais qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu la modification de la Constitution, et donc la consolidation du pouvoir en place, et puis évidemment la guerre en Ukraine. Mener une guerre, c'est toujours un argument pour mettre une société sous tension. Ça, on l'ouvre aussi en Israël, par exemple. Donc le fait qu'une guerre soit en route permet de maintenir la société sous tension et le contrôle social. Quant à l'attitude des Russes, vous parlez des jeunes Russes, je vous rappelle qu'il y a quand même des centaines de milliers de jeunes Russes qui ont quitté la Russie au début de la guerre. Et qui sont parvenus. Et qui sont parvenus. Certains sont parvenus parce qu'ils ont été certains sont revenus parce qu'ils ont été mal accueillis. Ouais. Mais je dirais peur d'être enrôlés aussi. Le rapport au pouvoir en Russie est bien différent. Pour nous, le pouvoir, du moins c'est ce qu'il devrait faire, il est là pour protéger vos droits. Et puis il est là pour vous rendre des services. En Russie, traditionnellement, le pouvoir, me disait un historien russe, c'est comme la tempête de neige en hiver. Donc c'est un événement dangereux dont on essaye de se mettre à l'abri
on baisse la tête et on espère que ça va passer. Et si vous regardez l'histoire russe, c'est l'histoire d'un pouvoir qui est surtout un pouvoir prédateur. Les 50 millions de Russes qui sont morts, enfin de Soviétiques qui sont morts durant le XXe siècle, la moitié d'entre eux ont été tués par leurs propres autorités. Dans les goulags notamment. Les jeunes, justement, brigadés qu'on voit dans le reportage de Béatrice Guelpa, qu'est-ce que ça signifie? On est en train de préparer l'avenir pour que l'adhésion au pouvoir russe se poursuive. Comment vous l'interprétez? Je crois que je ne surinterpréterai pas. Il est traditionnel, encore une fois, quand vous militarisez l'économie, vous militarisez aussi la société, comme l'a dit Mme Guelpa, et la militarisation de la jeunesse en fait partie. Quel est l'impact réel sur la jeunesse russe? Ça, c'est extrêmement difficile à dire. Encore une fois, on est là à Moscou. Les jeunes que vous avez filmés viennent de familles extrêmement favorisées, visiblement, parce qu'on voit leur maman. Donc on est là juste en dessous de cette couche de 0,02% de personnes extrêmement riches. C'est dans la campagne russe qu'il y a la majorité, dans le pays. Et même dans les provinces un peu plus reculées. Partout, le pays est immense. Et là, les conditions de vie sont évidemment bien différentes, ce qui fait que certains sont évidemment amenés à s'engager, parce que vous avez... Si vous regardez d'ailleurs les montants qui sont versés à ceux qui s'engagent, ils augmentent régulièrement. Donc il y a visiblement un petit peu de mal à poursuivre le recrutement comme avant. Et puis là, les conditions de vie sont bien différentes. Je veux dire, là, la plupart des gens ont les toilettes dans leur jardin. Les magasins sont bien moins fournis, il y en a beaucoup moins. Ce n'est pas du tout la vitrine qu'on peut voir à Moscou ou à Pétersbourg. À la fin de votre reportage, Béatrice Guelpa, il y a cet entrepreneur qui affirme que les sanctions économiques ne servent à rien, sauf à renforcer la Russie. Est-ce que vous avez eu l'impression, est-ce que vous avez pu voir des signaux qui annonceraient une éventuelle crise économique, ou en tout cas des difficultés économiques? Bon, alors, comme le dit M. Rossier, j'étais que à Moscou, 2, je ne suis vraiment pas économiste. Par contre, le message que veut relayer cet entrepreneur, mais aussi les autres personnes qui m'a fait rencontrer, des médecins, toutes sortes de personnes dans différents milieux, pas seulement économiques. Vraiment, le message qu'ils veulent relayer, c'est celui-ci, c'est les sanctions, vos sanctions, ça ne sert à rien. Vous en êtes au 18e paquet de sanctions, maintenant on est au 19e paquet de sanctions décidé par l'Union européenne, et nous, on s'en fiche, c'est ça qu'ils veulent dire. Il y a comme une forme de fierté, de dire on redécouvre notre pays, on n'a pas besoin de vous, et puis finalement, l'Europe, c'est rien. Nous, ce qui compte, ça sera éventuellement la Chine et les États-Unis, mais en tout cas pas vous. Yves Rossier, effectivement, pensez-vous que les sanctions, vous pensez vraiment qu'elles ne touchent pas l'économie russe? Non, les sanctions ont un effet sur l'économie russe, elles ont un effet qui est extrêmement négatif. Ça, les Russes le savent, c'est pour ça qu'à chaque occasion, ils exigent leur levée. Donc ce discours, c'est un discours à prendre avec un cum grano salis. L'effet des sanctions, en revanche, si le but des sanctions, c'est de modifier la politique, ça, évidemment, c'est râpé. Dans l'histoire, je connais peu de sanctions qui ont modifié la politique d'un État. Prenez la Corée du Nord, l'Iran, etc. Ça n'arrive pas. En revanche, les sanctions font du dégât à l'économie russe. Elle est beaucoup plus dépendante de la Chine aujourd'hui, auquel elle vend son gaz pour des sommes ridicules, bien inférieures à ce que payaient les Européens. Et vous avez cette déconnexion de la Russie de l'économie globalisée. Donc l'autarcie, c'est toujours une voie qu'on peut suivre, surtout pour un pays qui a des ressources naturelles quasi illimitées. Mais l'autarcie, c'est toujours une forme d'austérité. Deuxièmement, la mise en place de sanctions, là aussi, ça profite à beaucoup de gens. Vous allez en Iran, le détournement des sanctions est devenu une industrie qui profite surtout aux gardiens de la révolution. Donc si des sanctions se mettent en place, il y a moyen de faire beaucoup d'argent dans tous les canaux parallèles qui permettent de les détourner. Alors les produits et les biens arrivent, mais ils sont toujours plus chers à cause de cela. Donc oui, les sanctions ont de l'effet. Est-ce que les sanctions vont arrêter ou accélérer la fin de la guerre? Ça, j'en sais rien du tout. Mais historiquement, encore une fois, je connais peu de cas où les sanctions ont modifié la politique d'un pays. Béatrice Guelpa, ce qui est surprenant dans votre reportage, c'est qu'on voit aussi des boutiques de luxe, des marques de luxe européennes. Ils ont toujours le droit de vendre ces grandes marques de luxe. Alors, par exemple, je suis rentrée dans celle de Rolex pour demander qu'est-ce que c'était, qui est vraiment sur la principale artère de Moscou. Et ils m'ont dit, non, on vend que des vieilles montres, c'est-à-dire des montres qui avaient été importées jusqu'au début de la guerre. Et puis ils font le service et les réparations. Mais on sait très bien
qu'il y a 1000 manières de contourner ça, qu'il y a tout un business qui s'établit notamment entre Dubaï et Moscou avec des acheteurs dont c'est devenu le métier de transporter des biens de luxe. Regardez les iPhones en Arménie. Depuis les sanctions, l'Arménie a augmenté ses importations d'iPhones de plusieurs milliers de pourcents. Si vous rapportez ça à la population, chaque Arménien doit avoir au moins 3 iPhones. Donc on imagine aisément où ils ont atterri. Yves Rossier, Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine en Alaska récemment, avant de retrouver le président ukrainien à Washington. Vous imaginez, vous, la fin des combats, ou en tout cas un accord de paix à je plus ou moins long regarderais bien terme? faire une prédiction, parce que quelques jours avant le début de la guerre, j'avais déclaré à la télévision que je n'y croyais pas. Donc, je crois que c'était une bonne leçon. J'étais en bonne compagnie avec Mme Carrère d'Ancos, avec le chef des services de renseignement. Ils étaient nombreux à penser que la Donc, très sincèrement, j'en sais rien. Toutes les guerres finissent par se terminer. La condition, c'est comment va-t-elle se terminer? Ça peut être par un cessez-le-feu. Vous avez la guerre de Corée, le cessez-le-feu dure depuis des décennies, donc ça n'a pas empêché la Corée du Sud de devenir une société, une économie florissante. Ça peut être un accord de paix qui serait probablement plus compliqué, parce qu'il faudrait réintégrer la Russie dans un système de sécurité européen, et ça me paraît à court terme très peu vraisemblable. Je dirais qu'aujourd'hui, si vous me demandez mon état d'âme, même si je n'ai pas trop l'habitude de l'étaler, je serais plutôt pessimiste aujourd'hui. D'accord. Merci Yves Rossier. Merci Béatrice Guelpa d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS et de TV5 Monde, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme TV5 Monde+. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Monde l'Hebdo.